La diplomatie américaine reconnaît que les États-Unis sont impliqués en Ukraine dans une guerre par procuration contre la Russie. Le secrétaire d'État américain a admis que le conflit en Ukraine était une guerre menée par procuration entre la Russie et les États-Unis. Dans une interview accordée à Fox News, celui-ci a déclaré que le conflit était dans une impasse et qu'il fallait y mettre fin. Une vision qui n'est toutefois pas partagée par Bruxelles, et c'est bien là tout le problème. Le président Trump considère cela comme un conflit prolongé qui se trouve au point mort. Et franchement, c'est une guerre par procuration entre des puissances nucléaires, les États-Unis qui aident l'Ukraine. La Russie a souligné à maintes reprises que ce conflit l'opposait pas uniquement au régime de Kiev, mais aussi à l'Occident collectif, dont les États-Unis sont le fer de lance. Selon la diplomatie russe, cette guerre par procuration risque de dégénérer en guerre sur le champ de bataille si les pays européens ne modèrent pas leurs ambitions belliqueuses. Nous n'allons certainement pas rester spectateurs face à ce genre d'action. Cela signifiera non pas une implication dite hybride, mais une participation directe, officielle, non dissimulée des pays de l'OTAN dans une guerre contre la Fédération de Russie. On ne peut pas laisser cela se faire, surtout dans le contexte de la déclaration nerveuse de Macron hier qui affirmait que la Russie est une menace pour l'Europe et que si c'est une menace, des troupes doivent être envoyées contre cette menace. Les États-Unis tentent de désamorcer la situation et de pousser Kiev à des négociations, notamment en arrêtant les livraisons d'armement à l'Ukraine. A contrario, l'Europe rassemble ses dernières forces pour combler le déficit d'approvisionnement américain à l'Ukraine. Ce nouvel emballement n'a pas échappé au chef de la diplomatie russe. Nous avons déjà indiqué à plusieurs reprises que l'ancien chef de la diplomatie européenne avait raison de dire, dans son style bien à lui, que le conflit en Ukraine pouvait être arrêté très rapidement, en une quinzaine de jours, simplement en cessant de livrer de l'aide militaire au régime ukrainien. Et Borrell d'ajouter, par contre, qu'il ne fallait en aucun cas faire cela, car il faut d'abord infliger une défaite stratégique à la Russie et ensuite dicter les termes de la paix. À mon grand étonnement, la plupart des pays européens suivent cette logique, mais il est désormais temps de ne plus s'étonner de leur comportement. Ils affirment tous qu'actuellement la paix en Ukraine est pire que la guerre, qu'il faut d'abord prendre l'avantage sur le champ de bataille et ensuite négocier avec une Russie faible. Entre-temps, la position de Volodymyr Zelensky se fragilise. Le journal Politico rapporte que des membres du cercle rapproché de Donald Trump auraient eu des entretiens secrets avec un certain nombre d'opposants à Zelensky, en particulier avec Yulia Tymoshenko et des membres du parti de Petro Poroshenko. Il semblerait que Zelensky puisse encore compter sur le soutien obstiné des dirigeants européens, mais ont-ils seulement la capacité de maintenir le régime de Kiev à flot pendant encore longtemps? L'Union européenne réunit ce jeudi pour un sommet extraordinaire. L'Ukraine et la défense européenne sont au cœur des discussions. Le retrait du soutien américain à Kiev n'aurait pas inspiré les Européens qui mettent au contraire les bouchées doubles pour soutenir l'Ukraine. Le point avec Nadège Abderrazak, notre correspondante à Paris. Nadège, bonsoir une fois de plus. Les 27 sont à nouveau réunis, cette fois à Bruxelles. Que faut-il savoir de ce nouveau sommet européen sur l'Ukraine? Eh bien, qu'entre la paix et la guerre, les Européens semblent avoir choisi, alors que Volodymyr Zelensky était sur le plan de capituler, de signer un accord de paix avec la Russie sous l'égide de Donald Trump. Les Européens semblent l'avoir reboosté à maintenir sur le champ de bataille malgré des pertes énormes de part et d'autre. Plus d'1 million de morts et de blessés sur le champ de bataille depuis 3 ans. Volodymyr Zelensky qui espère une rencontre avec les États-Unis dès la semaine prochaine, malgré le fiasco de sa dernière visite à Washington et sa dernière rencontre avec Donald Trump. Thank you very much. Dear Antonio. Chère Ursula, tout d'abord, je tiens à remercier tous nos dirigeants européens de leur soutien si fort. Le Conseil nous soutient fermement depuis le début de la guerre et tout ce qui se passait pendant cette période. La semaine dernière, vous êtes restés à nos côtés et bien sûr, tous les Ukrainiens, tout notre peuple, vous en est très reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants de ne pas être seuls. Ce ne sont pas des propos vides, nous ressentons vraiment cette gratitude. C'est très important. Vous avez envoyé un message clair à l'Ukraine et à notre peuple, aux soldats ukrainiens, aux civils, à toutes nos familles. C'est magnifique que nous ne soyons pas
seule. Après le retrait du soutien américain à Kiev, présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer les 27 parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement, ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes, disent-ils. Un plan qui a été approuvé en fin de journée par le Conseil européen après ce sommet extraordinaire à Bruxelles. On écoute Ursula von der Leyen. Merci beaucoup Volodymyr d'être venu ici, car il est très important que nous soyons ensemble. C'est un moment décisif pour l'Europe et pour l'Ukraine en tant que partie de notre famille européenne. C'est aussi un moment décisif pour l'Ukraine. L'Europe est confrontée à un danger évident et réel et l'Europe doit donc être en mesure de se défendre, tout comme nous devons donner à l'Ukraine la possibilité de se défendre et de parvenir à une paix durable et juste. Nous voulons la paix par la force et c'est pour cette raison que je présente aujourd'hui aux dirigeants un plan de réarmement de l'Europe. Le plan prévoit jusqu'à 800 milliards d'euros d'investissement dans la défense. Il donne aux États membres un espace fiscal pour investir dans la défense. Il donne aux États membres la possibilité d'investir dans l'industrie de la défense ukrainienne et d'acheter des capacités militaires qui seront immédiatement envoyées en Ukraine. Cela profitera donc au réarmement de l'Europe, de l'Union européenne et de l'Ukraine dans sa lutte existentielle pour sa souveraineté et son intégrité territoriale. L'Union européenne reste divisée quant à l'envoi de troupes militaires en Ukraine. Une grande majorité de nations du vieux continent refusent en effet de s'engager au front si les États-Unis ne sont pas impliqués. Alors face au discours de plus en plus offensif, agressif vis-à-vis de Moscou de part de dirigeants français, britanniques ou encore allemands, plusieurs nations européennes mettent le holà et appellent plutôt les 27 à reprendre le chemin du dialogue avec la Russie. C'est le cas par exemple de l'Italie ou encore de la Hongrie. J'ai dit au Premier ministre que nous saluions le début des négociations russo-américaines. Nous, les Hongrois, avons un intérêt à leur réussite. J'ai également informé le Premier ministre que nous étions en discussion avec les pays membres de l'UE, qui sont nos amis et nos alliés, et qui ont opté pour la poursuite de la guerre en Ukraine. Nous croyons que la poursuite de la guerre est une erreur. C'est dangereux et erroné. L'hostilité de Viktor Orban, le chef du gouvernement, va bloquer l'annonce d'une aide financière supplémentaire à l'Ukraine. Viktor Orban qui a rencontré Emmanuel Macron après son allocution télévisée de mercredi soir appelle donc l'Europe à reprendre le chemin de la discussion, reprendre le dialogue avec la Russie. Le président russe, lui, n'est pas vraiment du même avis. Lors de son allocution télévisée, il a même préparé les esprits ici en France à une éventuelle guerre ouverte contre la Russie parce que la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner en Ukraine, martèle le locataire de l'Elysée depuis maintenant 3 ans. La menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée et d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Même son de cloche du côté de Berlin. Le chancelier allemand Olaf Scholz rejette la perspective d'une paix en Ukraine, paix imposée à l'Ukraine face au rapprochement entre la Russie et les États-Unis. On écoute le chancelier allemand. Nous nous réunissons aujourd'hui en Europe à un moment très important. Nous devons garantir que l'Ukraine continue d'être soutenue. C'est une question qui suscite de nombreuses discussions, notamment au sein du Conseil européen. À mon avis, premièrement, nous devons garantir que l'Europe continue de fournir son assistance financière et militaire. Deuxièmement,
Nous devons veiller, en gardant la tête froide, à ce que le soutien des États-Unis soit maintenu dans les mois et les années à venir, puisque l'Ukraine en dépend également pour sa défense. Nous devons absolument veiller à ce que l'Ukraine ne soit pas obligée d'accepter une paix dictée, mais plutôt une paix juste, garantissant la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Ce que les Européens ont du mal à digérer en réalité, c'est qu'ils ont suivi au cours des 3 dernières années l'administration Biden dans sa stratégie offensive qui vise à affaiblir la Russie en fournissant un soutien sans faille à l'Ukraine sur le plan politique, militaire ou encore économique. Et que les États-Unis, désormais dirigés par Donald Trump, optent pour une totalement inversée, qu'ils souhaitent le rétablissement des relations entre Washington et Moscou, et cela sans prendre en compte les intérêts européens. Et cela, c'est inacceptable pour les Européens, puisqu'une capitulation de l'Ukraine marquerait a fortiori une défaite de l'Europe, parce qu'ils ont énormément investi dans la défense de l'Ukraine, parce qu'ils ont un terme à leurs relations diplomatiques avec Moscou au cours des 3 dernières années, parce qu'ils ont mis en marche 16 trains de sanctions contre Moscou, qu'ils se sont aussi privés de ressources naturelles, dont le gaz russe, qui ont mis à mal leur propre. Alors quand les Européens parlent de respecter les intérêts ukrainiens, ils parlent en réalité de respecter leurs propres intérêts. Alors ce qui va suivre maintenant, si accord de paix il y a entre Moscou et Kiev, il devra prendre en compte les intérêts européens, et c'est cela, il va falloir convaincre évidemment les Américains d'une part, mais aussi et surtout les Russes d'autre part.